Misère, misère. Ah! Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grande review de WWE Elimination Chamber 2021. Alors, il y a quand même pas mal de choses à dire, bien que le pay-per-view n'ait pas été très très long en soi. 2h30, ça fait du bien. Un petit pay-per-view de 2h30, durée takeover. Et finalement, ils n'ont pas rajouté grand-chose, puisque finalement, ils n'ont fait que remplacer le match d'Asuka. Finalement, on s'attendait peut-être à une remplaçante pour Lacey Evans. Eh ben non, pas du tout. Ils n'ont même pas mis de match d'Asuka. Donc, Asuka va faire dodo. On te laisse ta soirée. Voilà. Au moins, les choses sont claires. Il y avait une incertitude par rapport à Keith Lee, qui a été finalement levé quelques heures avant le show. Il était finalement out du show, visiblement blessé pour des raisons non encore révélées. On ne sait pas vraiment, puisqu'effectivement Bobby Lashley lui avait fait une petite attaque, dont je vous avais parlé la dernière fois, avec un coup d'escalier, voilà, il était parti au-dessus de la table des commentateurs, il avait roulé par terre et puis on l'avait pas vu au suivant. Donc on savait pas s'il vendait quelque chose ou pas, s'il était réellement blessé, ou si c'était peut-être lié au Covid de sa compagne, enfin de sa future compagne, du coup sa fiancée Mia Yim. C'était très obscur cette histoire. Mais donc il a fallu trouver un remplaçant et il y a eu un match de kick-off qui a été finalement booké pour désigner celui qui remplacera Lashley dans le Triple Threat match. Finalement, on va dire que dans l'idée c'est plutôt intelligent, plutôt bien pensé, mais c'était vraiment fait du coup à la dernière minute. Et on va en parler tout de suite. C'était un Fatal 4-Way entre John Morrison, Ricochet, Elias et Mustafa Ali. Donc un match, voilà, c'est assez étonnant comme plateau. J'aurais trouvé ça drôle d'ailleurs de mettre un ou deux mecs du hard business, au passage, peut-être un Alexander ou un Benjamin, pour éventuellement faire gagner l'un de ceux-là, avec un match face à Lashley notamment, et Riddle, mais notamment face à Lashley. Ça aurait pu être marrant dans le storytelling. Bon, ils sont pas allés jusque là, mais j'aurais trouvé l'idée intéressante. Alors sur le papier, quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, oui, Ricochet risque d'être peut-être plus favori, puisque Ali, il est quand même un vrai statut de low carder. Et Elias pareil. Morrison sert plus à grand chose à côté du Miz. C'est vraiment à faire valoir. Donc Ricochet avait, on va dire, avait mes faveurs en tant que vainqueur du match. Alors on va voir ce qui s'est passé. À noter qu'Elias est venu sans Jackson Riker. Je ne sais pas pourquoi. Mace, Slapjack et T-Bar accompagnent Ali. Morrison donc sans le Miz. C'est à noter. Le match n'aura pas duré longtemps, seulement 7 petites minutes. Donc vraiment très court. Pas mal d'interactions à noter entre Ali et Ricochet, pour rappeler un peu leurs histoires passées, même si ça a été un peu abandonné d'ailleurs. Donc ça m'a un peu surpris qu'on rappelle ça. Cette histoire d'Ali qui voulait que Ricochet rejoigne Retribution. Finalement, ils ont un peu laissé tomber l'histoire. Donc ils sont partis du coup avec les New Day en feud avec Retribution. Donc bon, ils ont fait un petit rappel. Bon, à la limite un petit rappel historique, pourquoi pas. Mais ils ont quand même bien insisté. On en reparlera après. Joli Springboard for 50 de Ricochet sur Ali, qui va arriver par surprise. Mais Retribution, malheureusement, va dégager Ali pendant le pin. Ricochet va alors sauter directement sur Retribution à l'extérieur, mais il est récupéré en plein vol par Mace et par T-Bar, qui le projette violemment contre le poteau, comme une grosse powerbomb contre le poteau, à l'extérieur du ring. Et là-dessus, il y a Ali qui regarde tout ça, et il est distrait. Il est distrait par l'action, et il se fait surprendre par un petit roll-up de John Morrison, qui s'impose. Et oui, Ali à nouveau passe pour un con, encore une fois, comme d'habitude. Grosse surprise ici, donc comme je vous disais, moi j'aurais parié Ricochet, quoi. J'aurais parié sur Ricochet, j'étais très étonné par cette victoire de John Morrison. Maintenant, je ne sais pas si ce passage qu'on a vu à la fin entre Ricochet justement et Retribution ne va pas relancer leur feud, enfin leur histoire, qui était pourtant mise à l'abandon depuis quelque temps. Tout comme l'histoire avec le New Day, d'ailleurs, puisque, comme je vous disais, dans le Gauntlet match de la semaine dernière, Retribution n'a pas empêché Kofi de faire quoi que ce soit. Donc je ne sais pas ce qu'il en est entre Retribution et New Day. Et du coup Ricochet qui était peut-être en train d'être ressorti du placard là. Donc peut-être faire un match par équipe multiman entre Retribution au complet face et les New Day,
Ricochet peut-être, et un autre face, peut-être Hardy par exemple, pour faire un 4 contre 4. C'est peut-être ça l'idée, on verra bien. Sinon le match était plutôt sympa, dynamique. Ricochet aura été quand même le MVP du match, hein. Il aura vraiment amené sa touche de voltige, comme il sait le faire. Avec aussi une belle German aussi. C'était une half Nelson suplex même sur Morrison qui était très belle. Donc MVP du match. Morrison juste derrière. Hein, et puis bon, Elias et Ali, on va dire plus en retrait. C'est moins étonnant pour Elias en particulier. Ali peut-être un peu plus, mais j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus d'offense pour Ali, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai trouvé que ce match plutôt de bonne qualité pour un kick-off. Hein. Je lui ai donné un 2,75. C'était très très correct. Sans rien vouloir déflorer, c'était peut-être même l'un de mes matchs préférés de la soirée, hein, c'est dire. Oui, oui, carrément. Voilà. Allez, on va passer tout de suite donc au match suivant. Donc John Morrison est donc qualifié pour le Triple Threat match. Hein, il faut donc le rappeler. Carte principale, l'opener. Donc c'est finalement l'Elimination Chamber Number One Contender match pour le championnat universel, puisque ce sera donc le match entre Cesaro, Bryan, Owens, Uso, Corbin et Zayn. J'ai été un petit peu étonné. Je me doutais qu'il allait avoir un Chamber match pour commencer, mais je le voyais peut-être plus le match de Raw pour commencer et de SmackDown pour finir. Bon, ils l'ont fait dans l'autre sens finalement. Voilà. Mais en tout cas, le fait de ne pas mettre l'Elimination Chamber de Raw tout de suite, ça pouvait déjà à ce moment-là donner un petit indice sur ce qu'allait être la fin du show, hein, et notamment l'après-match, hein, dont on parlera tout à l'heure. Le match aura duré 34 minutes, donc c'est quand même pas mal. On commence quand même par du lourd avec Bryan contre Cesaro, donc c'est quand même plutôt pas mal pour lancer le match. Un bon choix. Cesaro a noté qu'il avait un slip, un noir et blanc là, un petit slip noir et blanc qui me faisait quand même assez mal aux yeux. Hein. Le catch est quand même évidemment très très bon entre Cesaro et Bryan. Ça ne surprendra personne ici. Donc ça commence plutôt bien. Corbin entre en troisième position. Ça casse alors le rythme, hein, forcément, et Corbin apporte alors sa hit. Il porte 2 Deep Six à Cesaro puis à Bryan, et s'en prend même au genou de Bryan. Sami Zayn entre alors en quatrième position, hein, il aurait pu se monoter d'ailleurs dans sa cellule, hein, c'est ce que j'ai pensé, hein, comme la même idée que j'ai eue pour le Rumble, hein, qui n'a pas été finalement mise en place. Pareil pour le Chamber match, hein, il ne se menottera pas dans sa propre cellule, hein, avec à la chaîne, quoi, l'une des chaînes sur le côté, quoi. Ça aurait pu être une chose intéressante à faire. Mais finalement, Cesaro se chargera donc de sortir Sami Zayn avec la force de sa propre cellule. Sami Zayn ratera son Helluva Kick, hein, sur Bryan en frappant la cellule de Kevin Owens à la place, hein, directement. Il se sera bien pété le pied. Duel en haute altitude après, du haut du grillage entre Zayn et Cesaro, avec Cesaro qui fait retomber Zayn d'un coup de pied et reste suspendu en haut là, en l'air. Il fait des tractions même pour amuser un peu la galerie. Donc là, il montre un peu ses capacités athlétiques, Cesaro. Cesaro swing ensuite de Cesaro donc sur Corbin, qui était bien mieux réalisé que celui qu'il avait tenté à SmackDown. Hein. Si vous l'avez vu la dernière fois, il avait quand même complètement raté. Du coup, il y a eu la coupure pub et il a dû le refaire juste après la pub, hein, ce qui pouvait donner l'impression qu'il n'avait pas arrêté de le faire pendant toute la pub. Mais je me soupçonne le fait qu'il ait, à mon avis, fait exprès de refaire ce Cesaro swing lors du match pour un peu effacer l'ardoise du dernier SmackDown. Hein. En tout cas, ensuite, Cesaro enchaîne avec un sharpshooter. Corbin abandonne. Hein, donc décidément, le sharpshooter de Cesaro est dévastateur actuellement. Et donc Corbin abandonne, premier éliminé. Moi j'aurais plutôt parié sur Sami Zayn dans ce rôle-là. Kevin Owens arrive ensuite en 5ème position. Zayn alors le retient, il vient le voir et il lui dit que ils ont une histoire ensemble, hein, et que les autres là qui sont dans le ring ne sont pas comme eux et ils ne les aiment pas. Et ils ne veulent pas qu'ils soient dans ce match, car ils ne sont pas des poster boys, hein, Zayn et Owens. Ils ne sont pas des poster boys, alors ils proposent de collaborer ensemble. Mais Kevin Owens, il s'en fout et il balance Sami Zayn à plusieurs reprises contre les cellules et lui porte même un clothesline. Ça permet ensuite d'avoir un passage work rate assez sympa entre Cesaro, Bryan et Owens. Sami Zayn réplique, mais Owens l'écarte d'un super kick. Owens distribue alors les cannonballs, hein, sur les 3 autres qui étaient chacun assis sur un coin.
tout en provoquant Jey Uso qui était toujours lui dans sa cellule. Échange alors de moves très impactant entre Zayn, Cesaro, Owens et Bryan. Les quatre ensuite sont à terre. Sami Zayn demande alors la charité à Kevin Owens, mais Owens s'en fout et distribue les neckbreakers sur Zayn et sur Bryan. Jey Uso arrive ensuite en dernière position, en sixième. Il y a une baston qui arrive directement entre Owens et Uso, forcément, il y a des comptes à régler liés au passé récent. Moonsault de Kevin Owens directement du haut d'un pod sur tout le monde. Il porte ensuite un stunner à Bryan, à Cesaro, à Zayn, et il pine ensuite Zayn, qui est éliminé. Donc après ce stunner, donc Sami Zayn deuxième éliminé. Là, on n'est pas trop surpris. Donc ils ont éliminé Corbin et Zayn qui étaient quand même les moins favoris du match, il faut le dire. Jey Uso coince alors le bras de Kevin Owens contre l'entrée de la cage, à l'aide de la porte, alors que Zayn venait juste de sortir. Il porte alors plusieurs super kicks à Kevin Owens, qui était donc toujours bloqué. Ensuite, donc on dégage la porte. Donc Owens du coup revient vers le ring. Enfin, Uso l'aide à le faire. Il porte un Uso Splash à Kevin Owens et élimine Owens carrément. Donc là, c'est quand même une grosse surprise. Car Owens, faut le rappeler, c'était quand même l'un des gros favoris du match. Ça m'a surpris à ce moment-là. Il est parti assez tôt. Peut-être du coup des suites à annoncer entre Uso et Owens dans la Road to WrestleMania. Qui sait, peut-être que Uso et Owens vont se retrouver. Joli elbow drop, assez inhabituel de la part de Cesaro sur Uso, mais dégagement de Uso. Cesaro envoie Uso plusieurs fois contre le grillage. Très bel échange ensuite entre Cesaro et Bryan. Bryan prend le dessus sur Cesaro. Cesaro arrive alors à porter un gros gutbuster à Bryan depuis la deuxième corde. Il enchaîne intelligemment avec un demi, on va dire un demi Cesaro swing uniquement sur la jambe gauche affaiblie de Bryan. Mais Uso porte un super kick à Cesaro par surprise et enchaîne avec son Uso Splash pour éliminer Cesaro. La douche froide. Encore une grosse surprise. Donc l'autre grand favori est éliminé. Donc Jey Uso aura quand même sorti les deux favoris, Cesaro et Owens. C'est quand même la sensation. La rage est forte à ce moment-là. Et du coup on peut se dire, même pas besoin de Seth Rollins. Puisqu'il y a un petit début d'histoire entre Rollins et Cesaro. Rollins n'a même pas besoin d'intervenir ou d'attaquer Cesaro avant le match. Ou voire après. Dans l'hypothèse où Cesaro aurait gagné le Chamber match. Donc du coup, ça c'est une chose à noter. Finale, Bryan Uso, finalement, donc. Jey Uso enchaîne même avec un autre Uso Splash, encore une fois. Il aime bien le porter dans ce match. Mais Bryan se dégagera, malgré tout. Uso monte alors carrément sur une cellule pour un nouveau splash sur Bryan. Mais Bryan contre avec les genoux et le cueille avec un running knee. Bryan s'impose. Victoire donc de Daniel Bryan. Je suis donc qui va se qualifier donc pour un match face à Reigns pour le titre universel. Je suis très surpris par ce résultat parce que comme je vous le disais dans ma vidéo pronostic, il s'était beaucoup couché ces derniers temps et mettait beaucoup en valeur les autres. Et du coup je lui disais, c'est ce que je disais dans ma vidéo, je disais c'est pas très Bryan dans l'esprit de faire ça, de laisser briller les autres et puis de s'accorder cette petite victoire soudainement au Chamber match. Je disais que ça faisait pas très Bryan dans l'esprit, et ils l'ont quand même fait. Et donc je le voyais vraiment pas s'accorder sa petite victoire ici, malgré quand même une mise en avant de certains, notamment Cesaro, qui aura été sans conteste le MVP de ce match. Il aura vraiment brillé. Donc ça c'est ce que je souhaitais de toute façon, que Cesaro brille. Donc ça à ce niveau-là, le contrat est rempli. Aussi Uso qui aura quand même éliminé les deux favoris, et Owens aussi qui aura quand même aussi plutôt livré une bonne partition. Et donc comme je vous disais, il y a rien entre Rollins et Cesaro, on raconte rien. Ça c'est quand même dommage de ne rien raconter, J'ai trouvé ça bizarre. Le bilan du match, un match qui a à mon sens manqué d'épicness, qui a eu plusieurs passages mous. Et les éliminations ont un peu trop tardé à mon sens, je trouvais que ça mettait du temps. Heureusement, Bryan et Cesaro ont apporté du bon catch, avec plusieurs belles passes d'armes, on les a vus un peu à plusieurs reprises s'affronter, ça c'était quand même assez qualitatif.
Owens et Sami Zayn auront eu leur petit moment de storytelling, hein, évidemment, par rapport à leur amitié et la tentative donc d'alliance, de collaboration de la part de Zayn, mais que Owens aura refusé. Mais ce passage aura été malheureusement assez court ici. Uzo aura amené quand même la hit en sortant Owens et Cesaro. Corbin et Zayn auront joué aussi leur partition, mais sans grand chambardement dans le déroulement du match, hein, au final. Hein. C'est vrai, ils auront été dans leur personnage, ils auront fait leur travail de heal, mais au final, pas de grands changements sur le match, quoi. Ça n'a pas trop affecté le match. C'est ça que je pourrais noter. Cesaro, donc le MVP du match, et c'est tant mieux. Il le fallait, hein, il fallait vraiment à tout prix qu'il brille. Mais quelle déception quand même de perdre à nouveau et d'être so close, hein, toujours so close. C'est quand même le leitmotiv quoi chez Cesaro quoi. Toujours so close. Et du coup, Bryan remporte à nouveau un Chamber match, hein, comme il l'avait déjà fait en tant que heel hein, à l'époque, et avec la Coffee Mania, on s'en souvient. Franchement, pour moi, c'était pas franchement nécessaire cette victoire de Bryan. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que il voulait volontairement prendre sa branlée hein, face à Reigns à la place des autres, et donc se sacrifier en quelque sorte, afin de protéger un peu tous ces mid-quarts d'heure là qu'il était en train de mettre en avant. Peut-être que c'est ça l'idée, mais toujours est-il que Bryan gagne, et c'est ça qui me chagrine, et c'est c'est lui qui faisait un gros boulot donc pour mettre les autres en avant, et, et voilà, c'est juste ça qui m'embête un petit peu dans l'histoire. Il n'avait pas forcément besoin de gagner ce match, lui qui était quand même assez en recul depuis quelques temps. Et puis il était loin d'être favori, hein. Il était au moins, allez, il était numéro 3 hein, derrière Owens et Cesaro. Hein. Donc c'est quand même une surprise ce résultat, hein, il faut le dire. La note, je lui ai donné un 3 étoiles à ce match. 3 étoiles qui sera voilà, un match qui sera loin d'être le meilleur Elimination Chamber que j'ai vu, ça c'est sûr. Je vais assez vite l'oublier en fait. C'est ça le truc, c'est ça le problème, c'est qu'il est assez terne. Voilà, il y a deux trois bonnes choses au niveau in-ring, parce que au niveau work rate, c'est quand même un Elimination Chamber de globalement de bonne qualité. Voilà, il y a Corbin qui plombe un peu le truc, mais Sami Zayn, bon, Sami Zayn a un gros work rate, mais je veux dire, son personnage fait que il met un peu son work rate sous l'été noir, hein, donc. Mais sinon, le reste, c'est quand même, il n'y a pas grand chose à acheter. Mais finalement, on a l'impression que c'était surtout Bryan, Cesaro, voilà, et puis Owens qui a essayé de de faire des petites choses un peu pour animer le match, et Jey Uso qui a emmerdé Owens, quoi, qui a emmerdé Owens, euh, et, euh, et qui a quand même éliminé les deux favoris. Ça m'étonne, cette grosse mise en avant encore de Jey Uso, hein, qui finalement n'a pas perdu son momentum. Hein. Il n'a pas perdu son momentum, hein. C'est quand même intéressant à noter. Match suivant, allez, tout de suite le match suivant. C'est finalement sans surprise, Reigns contre Bryan, et oui, puisque comme on pouvait s'y attendre, Reigns se pointera juste après le match pour évidemment la grosse hit face à un Bryan épuisé la jambe gauche endolorie, hein, donc dans le match. Bryan va quand même tenter directement dès le match, dès que la cloche va sonner, Bryan va tenter un contre avec un yes lock, mais Reigns va s'en dégager en force avant de le rouer de coups là, coup d'avant-bras assez impactant, et de le power bomber. Reigns alors portera d'autres coups d'avant-bras et enchaînera tout de suite avec sa guillotine. Et là, bon il n'y a même pas d'abandon, hein, c'est un arrêt de l'arbitre parce que il est complètement évanoui, Bryan. Donc arrêt de l'arbitre. Le match aura duré en tout et pour tout 1 minute 30. 1 minute 30, donc un squash total. Peu surprenant ici. Je ne noterai évidemment pas ce match. C'est vraiment absolument inutile, on peut rien noter ici. Je suis pas du tout contre hein, le procédé hein, et la façon de faire, car ça va avec le personnage de Reigns. Mais comme je vous le disais, euh, je le rappelle ici quand même, enfin je le rappelle, et je l'avais dit dans ma vidéo prono, c'est il devrait pas être comme ça sur le principe Reigns. Il est assez badass comme ça, il est assez puissant. Être un peu limite coward, limite je fais j'en fais un minimum, j'en rame pas une, je laisse les autres faire, notamment Jey Uso, notamment par exemple Paul Heyman là, qui l'a bien aidé au Rumble. Et là, là je laisse tout le monde s'entretuer dans la cage et je me retire du match et je prends le vainqueur, en crevard et voilà.
Alors ils n'ont pas fait le match en main event, hein, finalement, ça aurait pu être une éventualité de le faire en main event, mais bon, on comprendra plus tard pourquoi ils l'ont pas fait. Mais voilà, bon, ça m'embête un peu ce personnage de Reigns dans la façon de faire, mais je le rappelle ici, le procédé est logique. Je ne critique pas le procédé puisque ça va effectivement avec ce qu'on nous montre du personnage de Reigns depuis qu'il est là, hein, depuis qu'il est de retour en heel. Mais ce qui arrivera après le match est quand même un peu plus intéressant puisque Edge arrivera et va porter un spear à Roman Reigns en désignant clairement le logo de WrestleMania. Le match est donc officiel, pas de surprise ici, c'était ce qu'on attendait, hein, puisque c'était quand même le match qui était le plus buildé, hein, depuis quelques jours, puisque Edge avait fait un petit tour à NXT, mais il est pas revenu après. Drew McIntyre, il ne l'a pas revu aussi non plus après. Bref, il était essentiellement avec Reigns, et c'était surtout ça qui est en train d'être construit, donc pas de surprise ici. D'ailleurs, on ne saura jamais ce qui s'est dit, hein, puisque il y a eu des petits mots à l'oreille glissés par Edge envers Reigns, avec les mains dans le dos, donc exactement avec la même posture que celle de Reigns qu'il avait adopté à SmackDown la semaine dernière, puisqu'à SmackDown, Reigns avait fait exactement la même chose. Lors du segment d'ouverture, il avait glissé quelques mots à l'oreille de Edge, qui avait pas l'air très rassuré, et puis il s'était barré. Sauf qu'on n'a jamais su ce qu'il lui avait dit, hein, il n'y avait pas de micro à ce moment-là. Paul Heyman à Talking Smack en a parlé aussi, mais il a un peu joué le mystère aussi autour de ça. C'était peut-être une menace tout simplement. Il a peut-être dit que Edge avait pas de couilles pour l'affronter à Mania, quelque chose un peu comme ça, ce qui a peut-être un peu piqué Edge, et peut-être que justement Reigns voulait que Edge le choisisse, et il a fait exprès de le piquer pour justement qu'il le choisisse. C'était peut-être ça l'idée. Bon, par contre, hein, si on veut être un peu tatillon, hein, lorsque les pyros là sortent, lorsque Edge pointe le logo de WrestleMania, bah du coup ça veut dire que Edge avait tout planifié, il avait tout prévu, et donc il savait déjà à l'avance que Reigns conserverait son titre, puisque il voulait affronter Reigns du coup, hein, c'était son choix, donc il savait qu'il allait affronter Reigns, et donc il avait tout prévu avec les pyros et tout. Bon, ouais, bon, allez, en étant un peu tatillon, hein, bon, ouais, je pinaille peut-être, mais bon, je l'ai quand même retenu en live cette histoire. Ça faisait pas très naturel, on va dire. Mais bon, voilà, du coup, on a notre duel Spear contre Spear à WrestleMania. Quelque part, ça remplace un peu le duel Spear contre Spear qu'on aurait dû avoir l'année dernière entre Reigns et Goldberg, hein, finalement. Donc, visiblement, ils y tenaient véritablement à ce duel, hein, Spear contre Spear. Hein. Bref. Ensuite, on aura un petit segment backstage entre Bad Bunny et Sonya Deville. Sonya Deville qui dit qu'elle a été impressionnée par la prestation de Bad Bunny à Saturday Night Live, hein, puisqu'il était invité samedi. D'autant d'ailleurs qu'il performait avec sa ceinture 24/7, hein, il faut le dire. Sonya Deville lui dit que s'il a besoin de quoi que ce soit, il peut venir la voir dans son bureau. Deville, n'oublie pas que tu préfères les filles, hein. Il faut le rappeler quand même. Mais alors à ce moment-là, il y a le Miz qui intervient, il arrive pour les interrompre. Il félicite à son tour Bad Bunny, hein, pour sa performance à Saturday Night Live, et il dit qu'il aurait préféré que ce soit lui et Morrison qui viennent chanter leur Hey hey ho ho durant le show, hein. Mais du coup, comme il dit, anyway, what can we do? Donc Miz lui demande alors ce qu'il fabrique ici, hein, Bad Bunny. Bad Bunny lui dit qu'il est le champion 24/7 et demande à son tour au Miz ce qu'il fabrique ici, puisque il dit au Miz, il est même pas champion, et il fait même pas partie du show ce soir, il est booké nulle part. Donc là à ce moment-là, Miz le repousse, Bad Bunny le gifle carrément, et là le Miz se retourne et voit alors Damien Priest face à lui. Donc là le Miz ça le calme, et Bunny derrière Priest lève alors sa ceinture pour le provoquer. Donc là on est en train de construire WrestleMania. Ce segment va forcément va certainement servir à quelque chose pour WrestleMania, hein, il faut se le dire, et on en reparlera aussi en conclusion du show. Triple Threat Match, c'est parti, Triple Threat Match pour le titre US entre Riddle, Lashley et donc John Morrison, donc la grande surprise de la soirée. MVP arrive avec Lashley, et toujours avec sa béquille, hein, donc sa blessure semble visiblement assez réelle,
car dans ma vidéo pronostic, hein, j'en avais parlé de cette blessure, et puisque à Raw Talk, hein, il avait sa béquille, et il disait qu'il s'était tordu le genou, hein, dans un match face à Riddle à Raw, mais j'en étais pas sûr, parce qu'effectivement il avait lutté lundi dernier à Raw, et dans un 3 contre 3, et il avait pas l'air d'avoir mal et de vendre une blessure particulièrement. Donc c'est pour ça que j'avais un petit doute, mais visiblement il est vraiment blessé au genou. Le match n'aura pas été très long, hein, à peine 9 minutes, même pas 9 minutes. Riddle et Joe Morrison comprennent vite, hein, il vaut mieux collaborer, hein, pour écarter Lashley avant d'en découdre entre eux. Lashley est coriace, il arrive à repousser les deux jusqu'à ce que Morrison et Riddle fassent deux jolis dives, hein, sur Lashley à l'extérieur. Ça permet ensuite à John Morrison et Riddle d'en découdre, mais Lashley revient et on a un Final Flash plus un Floating Bro de Riddle sur Lashley. John Morrison dégage alors vite Riddle et enchaîne avec son Starship Pain sur Lashley, mais dégagement de Lashley. C'est alors que on commence un petit peu dans l'overbooking avec MVP qui provoque John Morrison verbalement, hein, en le traitant d'idiot et en lui demandant, hein, s'il pensait vraiment pouvoir battre le Almighty, hein, de cette manière. Il lui demande ce qu'il va faire sans le mise, hein, à ses côtés. De toute façon, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Morrison alors lui retire sa béquille et tente de frapper Lashley avec, hein, puisqu'effectivement c'est un triple threat, donc c'est un no DQ, donc effectivement sur le principe il a le droit. Mais Morrison se fait contrer par une Hurt Lock de Lashley. Donc là Morrison tient toujours sa béquille là dans la main, mais il la fait tomber. Là-dessus Riddle arrive, il frappe Lashley dans le dos avec la béquille, donc dont il se sera saisi, et il frappe à 2 reprises Lashley avec la béquille. Il enchaîne avec son Broderek sur John Morrison pour la victoire. La surprise, c'est vraiment inattendu encore une fois. Victoire de Riddle, champion des États-Unis, donc le premier titre de sa carrière, hein, dans le main roster. Donc d'autant plus surprenant que Riddle avait quand même raté quelques opportunités, hein, dans le passé, d'être champion US. Donc l'absence de Keith Lee a-t-elle, c'est ça la question, est-ce qu'elle a changé la donne? Est-ce que Riddle aurait gagné le titre si Lee avait été présent comme prévu initialement? C'est ça la question. Parce que Keith Lee, c'est quand même un gros point d'interrogation, hein, qui plane au-dessus de sa tête, hein. Ça, je me pose la question. D'autant plus que lors du kick-off, ils ont remontré l'image de l'assaut de Lashley sur Keith Lee et donc de son absence. Donc à ce moment-là du kick-off, je me suis dit bon, bah c'est très bien. Ils vont capitaliser là-dessus et ils vont vraiment lancer la feud entre Lee et Lashley. Sauf que là, bah maintenant avec Lashley qui perd le titre, j'ai l'impression que c'est terminé, quoi. C'est ça le problème. Alors comme on le pensait, hein, le Fatal 4-Way du kick-off aura servi à déterminer, hein, celui qui prendra le pin, hein, tout en protégeant Lashley dans la défaite. Voilà, ça servait juste à ça. Là-dessus, on pourrait aussi se dire donc que Lashley montrait peut-être alors en upcard, hein, forcément, hein, à partir du moment où il perd sa ceinture, c'était peut-être l'idée. L'idée c'était peut-être de le monter en upcard. Le mystère reste entier à ce moment-là, hein, à ce moment-là du show. En tout cas, quand je vous disais, hein, dans des vidéos précédentes que Vince, hein, semblait aimer Riddle, bah, je pense pas me tromper, hein. Il doit sûrement le faire rire, hein, malgré son côté un peu lunaire, mais les vrais personnages, hein, je pense que Vince adore. Quoi qu'on en pense, c'est un vrai personnage, Riddle. Et je pense que ce qu'on voit de lui à l'écran est très très proche de ce qu'il est dans la réalité. Et je pense que ça marche parce que c'est sincère, c'est réel. Il le fait bien puisque c'est lui en grande partie, je pense. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle Cesaro n'a jamais brisé le plafond de verre, hein, comme je l'évoquais un petit peu dans ma vidéo prono. C'est que Cesaro lui manque ce petit truc, ce petit soupçon de personnalité, de charisme, enfin, ce truc en plus qui fait que on va dire ah ça c'est Cesaro. Voilà, tu vois, cette empreinte, cette patte Cesaro, quoi. C'est Riddle, il a ce truc. Donc je pense qu'il peut vraiment cartonner dans le main roster. Et finalement, bah, il fait quand même des débuts dans le main roster qui sont quand même assez convaincants, hein, finalement, hein. Par rapport à tous les call-ups qu'on a pu voir dans le passé, Riddle s'en sort pas si mal, hein, finalement. Sinon,
l'évaluation du match, un match assez typique weekly, hein, avec la petite dose d'overbooking à la fin. Le catch était convenable, sinon avec un Lashley toujours aussi surpuissant, hein, toujours vendu fort, et deux ébulons en face, hein, loin d'être des peintres, hein, in-ring, hein, il faut le dire. Les deux ont tenté logiquement de coexister et de collaborer pour essayer d'écarter la menace Lashley. C'était évidemment la bonne idée à mettre en place ici dans la construction du match. La note, un 2 étoiles 75, c'était correct, rien d'exceptionnel, mais j'aurais pu voir exactement la même chose à Raw, hein, il faut le dire. Voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et puis le match n'était pas très long, hein, donc il y a pas non plus, on peut pas non plus mettre une grosse note à ce match. Match suivant, match tag team féminin pour les titres entre Jax Baszler, les championnes, et Belair et Banks, puisque effectivement c'est un match dont on n'avait pas pu parler dans ma vidéo pronostic, hein, puisque ce match n'avait pas été encore officialisé à l'époque, puisque ça a été fait seulement dans le SmackDown qui a suivi, donc 2 jours avant, puisque il y a eu encore un segment Ding Dong Hello de Bayley qui a invité Jax et Baszler, qui ont commencé un peu à critiquer Belair, Banks, etc. Là-dessus, Reginald est intervenu. Il est venu. C'était encore étonnant. Et quand même, il a commencé à brosser Banks dans le sens du poil. Voilà. Et a quand même à traiter Belair de sidekick de Banks, hein, quand même, mine de rien. Et il a dit oui, en gros, si Banks et Belair vous affrontaient, elle gagnerait contre vous, quoi, contre Jax et Baszler, elle gagnerait. Et puis bon, là-dessus, Banks est arrivée, elle dit à Reginald, elle aime pas qu'on parle à sa place. Voilà, elle a commencé encore à rouler des mécaniques, un peu à faire sa bosse, sa peste, là, voilà, comme on n'aime pas là, avec ses ricanements, et dire que tout tourne autour d'elle puisque c'est la championne de SmackDown. Belair est arrivée, elle rappelle quand même voilà le fait que elle a pas aimé les mots de Reginald, hein, soi disant qu'elle est la sidekick de Belair, elle a pas aimé de Banks, elle a pas aimé ce terme, et puis elle reprend aussi de voler Banks en disant non, je suis l'IST of WWE. J'ai gagné le Rumble, donc c'est au contraire, c'est autour de moi que tout tourne, et pas autour de toi, Banks, en gros. Et elle allait annoncer son choix, à dire, et d'ailleurs, pour WrestleMania, et là, bon, Reginald l'interrompt, et là, alors là, une idée très bizarre, il book lui-même un 3 contre 3, donc entre Reginald, Belair, Banks, et Jax, Baszler et Bayley, qui était même pas habillée, hein, en tenue de catch, elle était en train de hoster le show, donc elle était même pas en tenue, mais ils ont fait le match. Le match, peu importe, c'était vraiment pas grand, c'était vraiment assez faible comme match. Mais ça se termine, étonnamment, avec Reginald, donc qui fait une espèce de crossbody en spirale sur Jax, et la double dropkick de Belair et Banks sur Jax, et bong, il a terminé. Reginald fait le pin sur Jax. Victoire de Reginald, première victoire de sa carrière à la VVE, sur Jax. Qu'est-ce que c'était que cette merde? Un mec qui, encore, prend le spotlight aux filles, qui bat une fille, et en plus dans un match qui était soi-disant intergender, mais qui n'en était encore pas un. Hein. Donc là, franchement, ceux qui pensent qu'il peut y avoir un intergender match à la VVE, faut pas y compter. Hein. Parce qu'à chaque fois, il porte aucun coup. Il esquive tout, Reginald. Il n'y a rien. Hein. En soi, il n'y a pas de match intergender. Il n'y en a jamais. Woods contre Miaim, éventuellement. Hein. C'était teasé, mais ils l'ont jamais fait. Mais j'ai l'impression qu'ils le feront jamais. Hein. Vince n'aime pas ça, j'ai l'impression, en fait. C'est tout ça. C'est juste ça l'explication. Et donc, bizarrement, ça aboutit à un match 2 contre 2 pour les titres à l'Elimination Chamber. Alors que c'est Reginald qui a fait le pin sur Jax. Donc ça veut dire... Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Ni Belair, ni Banks n'ont fait le pin sur les championnes. Donc pourquoi est-ce que ça mérite un match de championnat? Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Bref, on a une interview backstage donc de Belair et de Banks hein, avant le match. Kayla Braxton aimerait savoir hein, comment Banks et Belair vont coexister dans ce match. Reginald les interrompt alors, en français, en disant « Excusez-moi » et en disant qu'elles ont saisi l'opportunité hein, d'avoir ce match de championnat ce soir. Ah bon, ouais, ils ont saisi leur opportunité en pinant lui-même Jax. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Il dit que Belair, c'est l'IST de la WWE, et que quelqu'un d'aussi joli
que Sasha Banks mériterait de dégouliner d'autant d'or que possible. En gros, c'est ça qu'il a dit. Il continue de jouer les amoureux transis de Banks en passage. Il propose alors de mettre une bouteille de champagne au frais, de son meilleur cru, juste pour vous, il le dit en français, juste pour vous. Et après leur victoire, Belair dira, donc Belair s'adresse à Banks, elle dit, après notre victoire, on pourrait alors porter un toast en l'honneur de ma future décision pour WrestleMania. Donc là, elle tease évidemment son choix. Évidemment, personne n'est dupe, ça sera Banks, évidemment, puisque il n'y a aucune interaction entre Banks et Asuka, de toute façon. Donc, il n'y a vraiment pas de suspense. Le match commence. Match qui n'aura même pas duré 10 minutes, 9 minutes 37. Ah ouais, oh putain, ouais. Ah ouais. Ah, la mise en avant de la division féminine dans ce show, magnifique. 9 minutes 37. Ça commence bien avec un bulldog botché de Banks sur Jax. Parce que Jax, la tête de Jax était à 30 cm du sol. Donc c'était n'importe quoi, pas crédible pour un sou. Le catch s'accélère un peu plus du coup quand Baszler intervient sur le ring, contrairement à Jax qui justement en opposition ralentit quand même considérablement le rythme du match. On voit vraiment la différence entre les deux. Baszler s'attaque alors au bras gauche de Banks, histoire d'amener un peu de travail scientifique au match. Ça fait plaisir. Passe d'armes ensuite sympa entre Banks et Baszler. Banks qui va tenter carrément, j'ai compté 5 pins d'affilée sur Baszler, mais tous infructueux. Un 6ème pin même tenté par Banks, mais un peu plus tard, avec un frog splash de la 3ème corde façon Guerrero, mais kick out à nouveau de Shayna Baszler. Ensuite, il y a Belair qui porte un KOD à Baszler. Jax tire alors Belair pendant le pin. Projection absolument dégueulasse de Jax sur Belair, un espèce de spinebuster là, mais vraiment tout moisi. Le match s'emballe alors avec les 4 femmes qui sont en action à la fois. Samoan drop encore raté de Jax sur Belair, décidément. Banks tente alors un Meteora sur Jax, mais qui sera pas beau non plus. Dégagement de Jax. Reginald alors se pointe sans la moindre surprise, on s'en doutait, avec une bouteille de champagne à la main droite et 2 coupes de champagne à la main gauche, donc le champagne qu'il avait conservé au frais, comme il l'avait dit dans sa promo juste avant. Bank statement alors porté par Banks sur Nia Jax, mais Jax tient la corde, elle va la chercher, ce qui brise la prise. Reginald donne alors la bouteille de champagne à Banks, elle lui dit Sacha, du coup il lui tend la bouteille, mais Banks n'a pas l'air de vouloir récupérer cette bouteille. Du coup, l'arbitre la reprend des mains de Banks. Il la redonne rapidement à Reginald. Jax en profite alors avec un petit Samoan drop, assez faiblard, sur Banks pour la victoire. Ben voilà. Conservation donc sans surprise des championnes. C'était mon pronostic. J'aurais absolument pas donné de changement de titre ici, tout simplement parce que lors d'un récent Raw, Lana et Naomi se sont adjugés un match de championnat contre Jax et Baszler. Donc n'allez pas changer ça. Et surtout, il y a quand même eu un face-à-face avec Raquel Gonzalez et Dakota Kai à NXT, avec Jax et Baszler, justement, la semaine dernière. Donc je veux dire, en plus ça se raconte, Raquel face à Jax, évidemment les deux big women, ça se raconte. Dakota Kai, Shayna Baszler, elles ont une grosse histoire à NXT, donc forcément, et j'en en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo pronostic de ça, donc ils n'allaient pas changer les championnes, quoi qu'il en soit. Et dans ma vidéo pronostic, je vous avais dit peut-être qu'il allait avoir un match justement entre Lana et Naomi et Jax et Baszler. Eh ben non, Lana et Naomi se font damer le pion par Belair et Banks. Ça n'a pas de sens en plus sur le principe. Dans l'ordre, pourquoi est-ce elles sont prioritaires sur Lana et Naomi qui avaient déjà gagné leur match de championnat avant? C'est dégueulasse sur le principe en plus. C'est n'importe quoi. Puis en plus c'est Reginald, enfin bref, c'est n'importe quoi. Ça m'a fait chier aussi que d'ailleurs de voir que c'est Banks qui a pris le pin. Moi dans mon pronostic je voyais plus Belair parce que Banks c'est quand même la championne et ça m'embêtait quand même qu'elle se prenne le pin. Ouais, ça j'ai pas trop aimé ça. On protège même pas la championne, donc ça, un gros moins pour ça. Et Belair, autant pushy qu'elle est, même si elle a gagné le Rumble, voilà, avec un petit overbooking et un truc qui protège, ça n'aura pas été très très grave que Belair prenne le pin ici par rapport à Banks.
Et justement, cette intervention de prévisible de Reginald, j'aurais préféré que cette intervention commence à foutre la merde, en tout cas soit écrite de manière à foutre la merde entre Belair et Banks et à semer déjà des premières graines dans le cadre de la route vers WrestleMania, quoi. Et ça n'a pas du tout été le cas ici, quoi. Donc l'intervention de Reginald, aussi inévitable qu'elle soit, oui, elle était inévitable parce que au niveau de son rôle à SmackDown actuellement, et vu qu'il est responsable de ce match de championnat, initialement, voilà, c'était pas une surprise, c'était mon pronostic, mais ici encore, ce qui m'embête, Reginald prend beaucoup de lumière dans la division féminine, et c'est encore le signe d'une véritable perte de vitesse manifeste de cette division féminine. Dans cette division féminine, et on est loin de la hype de 2019, qui me semble déjà bien loin, quoi. Parce que, on le rappelle ici, il n'y a pas d'Elimination Chamber féminin, hein, il faut le noter. Reginald, donc comme je vous le disais, prend beaucoup de place, hein, on a l'impression de revoir un petit peu un James Ellsworth là, avec Carmella, hein, dans un autre registre, on est d'accord, mais ça rappelle un peu ça, hein, parce que on rappelle aussi que le premier vainqueur de l'histoire du Money in the Bank féminin, c'était James Ellsworth, hein. C'est lui qui avait récupéré la mallette, hein, donc ça c'était aussi honteux à l'époque. Hein. Bref, donc Reginald prend beaucoup de place. Asuka et Banks sont des championnes vraiment fades, hein, elles font vraiment pas grand chose actuellement. Charlotte, elle était enfermée là dans sa storyline de merde avec son père et puis Lacey Evans. Alors heureusement, là avec la grossesse d'Evans, ça sera peut-être mis en pause, hein, tant mieux. Mais et puis on n'oublie pas Alexa Bliss qui est partie dans un trip sataniste là et dans un trip complètement de science-fiction totale. Donc voilà où on en est rendu de la division féminine depuis quelques mois là. Et c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Et Reginald, aussi sympathique qu'il soit, ben il rajoute de l'eau à mon moulin par rapport à cette perte de vitesse de la division féminine. Et c'est ça qui me pose problème. Le match, un petit 2 étoiles et demie pour les quelques bons passages entre Baszler et Banks, notamment. Jax n'apporte rien, comme d'habitude, et Belair était un petit peu effacé, j'ai trouvé, malgré ses 2-3 moves signature, hein, donc, qui lui sont propres. Hein, mais voilà, notamment son chicken wing, là, son espèce de glam slam, là, comme Beth Phoenix, ou alors son KOD, quoi. Mais sinon, je trouvais que c'était plus Baszler et Banks qui ont brillé pendant le match, et à la fin on a fait cette merde, puisque finalement Belair et Baszler ont disparu du match lors du passage Reginald, et là il y en avait plus pour Reginald, et voilà, sinon rien de spécial, quoi. Un match assez court, c'est con, quoi, quand un match aussi court alors que c'était le seul match féminin de la soirée en plus. C'est ça qui m'emmerde aussi. Donc voilà, rien de spécial. Pas mal de botches aussi à signaler, hein, pas mal d'approximations. Et un match très ordinaire, quoi. Typique, weekly, à nouveau. Un peu comme le match US. Allez, on voit aussi, alors dans un autre segment après le match, on voit le Miz et MVP. On voit MVP notamment qui est en train de parler au Miz, qui écoute religieusement là ce qu'il a à lui dire. Et visiblement, on a l'impression que MVP est en train de proposer un deal au Miz, et je peux vous le dire, c'est une image que j'ai vraiment détestée. J'ai pas aimé voir cette image, car elle spoilait véritablement la fin du show. Ça va complètement à l'encontre du principe d'un cash-in de mallette du Money in the Bank. C'est censé être surprenant, inattendu. Mais là, on nous montre une image. Vous voyez là, spoiler alert, là, vous avez la grosse image là de MVP avec le Miz, quoi. Et ça m'a énervé, j'ai pas aimé ça. D'autant plus que Lashley venait de perdre son titre. Donc, les pièces du puzzle est en train de se constituer, mais vraiment vraiment avec une facilité déconcertante. Hein. Tout le monde avait compris ce qu'elle allait se tramer. Hein. Franchement. On va reparler de tout ça à la fin, mais franchement, cette petite image là que vous avez actuellement à l'écran, elle m'a énervé. Allez, on passe au gros morceau, donc le main event, l'Elimination Chamber pour le WWE Championship, entre donc le champion Drew McIntyre, Sheamus, Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton et Kofi Kingston. Kofi Kingston d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que lorsqu'il entre sur le ring, il se retourne tout de suite avant d'entrer dans la cage.
Donc un petit clin d'œil du passé, puisque il n'oublie pas ce qui s'est passé en 2009 et dont je vous avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo pronostic, hein, lorsqu'il s'était fait attaquer par Edge. C'est quand même plutôt un clin d'œil sympa. J'ai trouvé ça rigolo à voir. J'aurais justement, d'ailleurs, attendu que Retribution refasse le coup. Le même coup que Edge à l'époque, mais en vain. En vain, hein, donc j'en ai parlé dans ma vidéo prono. Mais bon, de toute façon, à partir du moment où il n'était pas intervenu dans le Gauntlet match de lundi dernier, il n'avait pas essayé de faire perdre Kofi. Là-dessus, j'avais commencé à douter et en me disant, déjà, est-ce qu'ils vont vraiment continuer déjà la feud entre Retribution et New Day? Et est-ce qu'ils vont vraiment utiliser ça dans un match Elimination Chamber pour le titre, donc un match important, alors que Retribution en soi, c'est quoi? C'est de la low card. C'est tout, quoi. Faut le dire, hein, faut dire ce qui est. Donc je commençais à en douter. Et effectivement, ils l'ont pas fait. Donc vraiment je doutais de plus en plus à l'idée qu'ils le fassent. Mais pourtant, il faut quand même le rappeler, ça s'écrivait tout seul. Il faut le dire. Ça s'écrivait tout seul de voir un Ali, notamment, revanchard après ce qui s'était passé il y a 2 ans. Hein. Bref, c'est pas grave. On commence avec Orton contre Hardy. Étonnant pour démarrer ce match. Hein, c'était franchement pas la meilleure des idées à mon sens hein, pour débuter, contrairement au César O'Brien par exemple. Hein. Hein, ça fait quand même une autre gueule. Drew est très focus hein, dans sa cellule, on le voit avant le match. Un regard incroyable qu'on lui a rarement vu. Hein, il était vraiment prêt à bondir là sur ses proies. Homo s'accompagne AJ Styles hein, lors de son arrivée aussi, il faut le noter. Le match aura duré 32 minutes 21, donc un petit peu moins que l'autre Chamber match. Orton domine Hardy hein, en début de match. Il impose son rythme ortonien, très lent, très méthodique. Le chinlock, hein, le chinlock master est en œuvre. Drew McIntyre arrive déjà en 3ème position. Hein. Et là, bon bah, Tom Phillips à ce moment-là sort la phrase de l'année hein, pour le moment en parlant d'unfinished business carrément entre Drew et Orton. Ah bon, unfinished business entre Drew et Orton après s'être déjà affronté quoi 5-6 fois ces derniers mois. Come on! Come on! Non, je peux pas laisser dire ça. Unfinished business, mais non, arrêtons vos conneries, quoi. Bref, c'est pas grave. Drew impose alors logiquement sa domination hein, sur Orton et sur Hardy. Drew propulse notamment violemment Hardy contre la cellule de Kofi. Dégagement de Drew à 1 sur le dripping DDT d'Orton. Hein, Drew hein, qui continue de faire des kick-out à 1, il adore ça. Kofi Kingston arrive alors en 4ème position pour confronter Orton. Hein, la vieille rivalité aussi, évidemment. Hein. Stupid. Mais là, c'est le choc, puisque au bout de seulement quelques secondes, Kofi Kingston coince Orton dans un roll-up et il élimine. Élimination déjà d'Orton, premier éliminé du match. Orton passe pour un gros idiot, là. Et pour un gros idiot. C'était vraiment mais pathétique. Même pas besoin d'Alexa Bliss hein, pour le distraire. Hein. Ben non, même pas. Même pas une petite distraction hein, d'Orton, de Wyatt ou de Bliss quoi. Je sais pas, à travers un écran, à travers la lumière qui s'éteint, à travers les vignettes du Thunderdome comme on a pu voir lors du dernier Raw, je sais pas. Ça s'écrivait encore tout seul, encore. Mais non, il préfère éliminer Orton par un pauvre roll-up vraiment où il passe pour un idiot. Du coup évidemment Orton réagit mal, il porte un RKO à Kofi et à Hardy. C'est là qu'à ce moment-là, AJ est en train de gesticuler dans sa cellule. Il demande à Omos de retirer son plexiglas pour qu'il puisse vite sortir par derrière avant que pour gagner du temps et justement rentrer dans la cage plus tôt que prévu puisque c'était pas encore le moment pour lui de rentrer dans la cage. Et du coup Omos s'exécute, il retire le plexiglas, du coup il sort, il fait tout le tour AJ. Et il ramasse les miettes, hein, son but c'est de ramasser les miettes hein, laissées par Orton donc, mais il croise Orton au passage, hein, qui lui s'en va. Mais en live, hein, ce passage, j'avais trouvé assez brouillon, j'avais pas compris vraiment ce qu'il voulait faire. Au plus au début, j'ai cru que c'était une décision de Domos de faire ça. Et en fait, heureusement qu'ils ont remontré le ralenti, puisque ça m'a permis de voir que c'était bien des consignes d'AJ qui a demandé à Omos de faire ça. Donc j'ai compris un peu plus tard du coup la stratégie, mais j'ai trouvé ça un peu brouillon en direct, hein, personnellement. AJ croise alors Orton, donc comme je vous disais, il tente vite un pin sur Kofi et Hardy, hein, comme c'était la stratégie qu'il voulait utiliser. Mais les deux se dégagent, hein, évidemment, puisqu'ils avaient comme eu le temps de récupérer un petit peu depuis, donc ils se dégagent. Mais en soi, j'ai trouvé que ça n'avait pas de sens, puisque AJ est quand même sorti
plus tôt que prévu de sa cellule, avant la fin, on va dire, du temps limite, enfin réglementaire. Donc ce qui ne devrait pas valider la moindre tentative de pin. Puisqu'il est là, il est arrivé trop tôt. Donc j'ai trouvé ça incohérent et même contraire au règlement en soi. Bref, c'est pas grave. À ce moment-là, on voit Adam Pearce qui arrive, qui du coup décide d'éjecter Omos du match. Voilà, il le sort là avec beaucoup d'autorité, aux grandes dames d'AJ Styles. Du coup, Omos s'exécute, il s'en va. Donc, je sais pas ce qu'ils vont raconter encore pour Mania. Une histoire entre Omos, peut-être et Strowman, les deux big men, hein, avec Pearce et Shane McMahon en toile de fond. Je sais pas, puisque Strowman a des problèmes avec Pearce. Omos va peut-être avoir aussi des problèmes avec Pearce. À moins que ce soit AJ Styles qui va affronter Pearce à Mania, parce que AJ Styles va aussi peut-être aussi s'en prendre à Pearce. Bref, voilà, peut-être un truc avec l'autorité autour de Strowman, d'AJ, voire d'Omos. Enfin, et à mon avis, un petit truc comme ça qui se trame. On verra bien. AJ est ensuite alors dans sa phase de domination, avec notamment un Brainbuster sur Kofi. Joli monkey flip de Kofi sur AJ contre le grillage. Drew porte alors une souplesse à Kofi, pendant qu'on voit Sheamus là tourner le dos carrément à l'action, hein, dans sa cellule, les mains collées au plexiglas là, comme s'il était en train de se régénérer là, et de préparer sa transformation en Super Saiyan orangé, hein, en mode Kakaroto, hein, avec ses cheveux orange là. J'ai pas tout compris, c'était bizarre cette position. Il y a Drew alors qui reprend alors l'avantage sur tout le monde, un peu d'une façon on va dire intelligente de rebooker fort Drew juste avant l'entrée de Sheamus dans le match. Ça c'était quand même plutôt bien fait. Et du coup, Sheamus lui il attendait son heure. Et on sent que l'on prépare du coup le duel ultime entre les deux. Et donc Sheamus sort enfin de sa cellule. Le duel est lancé. Les mandales pleuvent entre Drew et Sheamus. Kofi et Hardy essaient d'intervenir, hein, essaient de prendre chacun le leur. Mais évidemment ils servent ici de faire valoir. Et se font vite dégager par Drew et Sheamus. Kofi plus tard portera un beau plongeon, hein, sur Drew et Sheamus à la fois de la troisième corde. Tour infernal même de la troisième corde avec Drew et Sheamus qui sont projetés à la fois par AJ et par Hardy, et qu'on avait d'ailleurs presque oublié tellement Hardy dormait à ce moment-là, hein, il y a eu un gros trou pendant le match. Hardy et AJ tenteront d'ailleurs un pin sur chacun des deux, hein, juste après cette tour infernale, mais Drew se dégagera encore à 1 et Sheamus un poil plus tard, quoi. Donc un Drew toujours très fort qui se dégage à 1 de tout. Kofi plonge en arrière depuis une cellule sur tout le monde, le dos en avant, hein, comme il le fait souvent. Kofi tente plusieurs pins, mais en vain. Drew se dégagera encore justement à 1. Sheamus éliminera Kofi finalement avec un brogue kick. Cette élimination se sera d'ailleurs longtemps fait attendre, hein, j'ai trouvé que c'était vraiment très long, un peu comme à SmackDown d'ailleurs. Kofi n'aura pas à rougir, hein, en tout cas de sa performance ici, hein, il aura quand même fait une grosse perf, loin d'être ridicule. Hardy porte ensuite un Twist of Fate à Sheamus, suivi d'un autre à Drew McIntyre, absolument horrible. Horrible Twist of Fate là sur Drew McIntyre. Peut-être que c'est sa grande taille qui fait que sa tête n'a pas pu bien se plaquer au sol. C'est peut-être un peu le même problème que le RKO d'Orton sur Drew, qui avait permis à Orton de prendre le titre à Hell in a Cell. C'était aussi un RKO assez moche. Peut-être que la grande taille de Drew n'aide pas. Et j'ai l'impression que c'était un peu le même phénomène ici. Hardy ensuite enchaînera en portant un troisième Twist of Fate, cette fois-ci sur AJ Styles, mais mieux réalisé cette fois-ci. Hardy se réveille, alors là, c'est vraiment la période Hardy. Étonnant. Hardy se réveille et porte un Whisper in the Wind à la fois sur Drew et sur Sheamus depuis un pod, et une Swanton Bomb à AJ Styles de la troisième corde. Mais là, Hardy se prend un Claymore de Drew from out of nowhere. 1, 2, 3. Jeff Hardy est éliminé. Voilà. Donc Hardy quand même assez protégé, hein, mine de rien, puisque voilà, avec un Claymore from out of nowhere, protection assez étonnante de la part d'Hardy, qui donc finalement qui n'est pas le premier éliminé. Je pensais que ça allait être lui, mais c'était finalement Orton. Donc Hardy en deuxième. Nouveau duel entre Drew et Sheamus, avec un énorme coup de genou là de Sheamus sur Drew qui a bien claqué. White Noise de Sheamus sur Drew. AJ s'élance alors pour son Springboard 450 Splash habituel, sauf que là il le rate, mais du coup au lieu que ça se termine en 450 Splash,
dans son échec, il réussit tout de même à en faire une senton bombe à l'arrivée, donc c'était quand même une erreur, mais qui se termine plutôt pas mal à l'arrivée. Drew se dégagera d'ailleurs de cette prise, mais à deux, quand même, cette fois-ci, hein, c'est à souligner. AJ, du coup, retentera son Springboard 450 Splash sur Drew, hein, juste dans la foulée, ce qui, à mon avis, confirme le fait qu'il avait véritablement raté la première tentative, pour qu'il le refasse une deuxième fois. Je pense qu'il avait vraiment raté, mais on voit la qualité du type, hein, quand même, parce qu'il rate sa première tentative, mais ça se termine quand même en senton bomb, quoi, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Drew donc, va encore se dégager à deux, hein, d'ailleurs, de cette tentative, hein, parce que évidemment c'est un copier-coller. On refait la même manœuvre, donc on se redégage à deux du coup. Belle improvisation en tout cas d'AJ Styles ici. Sheamus s'en prend alors à AJ. Il le domine nettement, notamment avec ses coups de tambour là à la poitrine. Et un flying clothesline de la troisième corde, un peu à la manière de The Barbarian, hein, du barbare, vieux catcheur des années 80, 80 à WWE. Sheamus se prépare alors pour un brogue kick, mais Drew le surprend avec un Future Shock DDT. Drew se prépare alors pour un Claymore sur Sheamus, mais cette fois-ci c'est Sheamus qui surprend Drew avec un brogue kick. Mais à ce moment-là, AJ surprend Sheamus avec un Phenomenal Forearm. AJ Styles élimine Sheamus. Alors là, c'est quand même une surprise aussi. Pas de finale entre Drew et Sheamus, comme on aurait pu s'y attendre. Donc là, étonnant de voir AJ finalement face à Drew en finale. On va dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, qui fait écho à ce que j'avais dit dans ma vidéo pronostic, que je vous invite bien sûr à regarder si vous l'avez pas fait. C'est que ils ont fait ce que j'avais réclamé justement, c'est que à savoir que Drew n'a pas éliminé Sheamus, hein, et Sheamus finalement a perdu de façon assez protégée, quoi. C'est ce que je disais, parce que je me disais comment est-ce qu'ils allaient faire en gros pour que Sheamus soit éliminé. Dans l'hypothèse où Sheamus serait éliminé du match, comment est-ce qu'ils allaient l'éliminer? Il fallait qu'il le protège, au moins qu'il se prenne, je sais pas, une prise un peu from out of nowhere. Et c'est ce qui est arrivé justement avec ce Phenomenal Forearm, donc pour moi c'est très bien. Et ça va très bien avec l'histoire qu'ils sont en train de raconter entre Drew et Sheamus justement, puisque, comme je le rappelais dans ma vidéo prono, au vu du dernier Raw, bah justement, vu ce qu'avait dit Sheamus à la fin, après avoir gagné le Gauntlet match à Drew, il a dit que, en gros, Drew était incapable de battre Sheamus et qu'il n'arriverait jamais à le battre. Tout simplement. Donc c'est pour ça que ce que je disais dans mon prono, j'aurais trouvé ça dommage que Drew McIntyre élimine Sheamus au Chamber, puisque du coup ça aurait, ça aurait été un peu con par rapport à ce que disait Sheamus à Raw. Tu m'as jamais battu, tu me battras jamais. Donc s'il l'élimine de Chamber, ça casse un peu toute la dynamique. D'autant que le match entre Drew et Sheamus, il a toujours pas eu lieu. Donc autant continuer à raconter cette histoire tant que le match n'a pas eu lieu, quoi. Donc pour moi, c'est très bien que Sheamus, quitte à ce que Sheamus du coup ne gagne pas ce match, autant qu'il soit éliminé par quelqu'un d'autre. Et ils l'ont fait. Ça aurait pu être un RKO, ça aurait pu être un Trouble in Paradise, ça aurait pu être effectivement un Phenomenal Forearm, ce qui fut chose faite ici. Voire un Twist of Fate ou une Senton Bomb de Hardy, voilà. Il y a plusieurs façons de faire, mais en tout cas, il a été surpris. C'est ça que j'ai aimé, on l'a éliminé un peu par surprise, on va dire avec ce Phenomenal Forearm qui voit pas arriver. Donc ça c'est bien. J'ai rien à critiquer ici et son élimination est donc plutôt bien réalisée ici. On a alors une finale entre AJ et Drew McIntyre, mais qui hélas va pas durer très très longtemps, puisque c'est juste dans la foulée de l'élimination de Sheamus que AJ va se préparer pour tenter dans la foulée donc un nouveau Phenomenal Forearm sur Drew, mais il va se faire cueillir en plein vol par un énorme Claymore, vraiment un énorme Claymore, parfaitement réalisé en plein vol, une sorte de bicycle kick presque, en plein vol. Belle victoire de Drew, donc qui conserve alors son titre sans trop de surprise. Ça correspondait à mon pronostic. J'avais dit, allez, 75% Drew, et j'avais gardé un petit 25% pour Sheamus, au cas où ils aimeraient donner le titre à Sheamus pour que Drew court un peu après Sheamus et vienne lui prendre le titre à Mania pour enfin briser le signe indien et enfin réussir à le battre. Et récupérer surtout le titre devant du public et avoir sa pop qu'il n'a pas pu avoir il y a un an. C'était peut-être l'idée derrière tout ça si Sheamus avait gagné. Bon là du coup ils l'ont pas fait ici, mais sur le principe voilà, à 75% je donnais la victoire de Drew, je voyais pas autre chose. Concernant le match en lui-même,
Il y a quand même deux trois choses sympas, on va dire, hein, à noter, comme les quelques duels entre Sheamus et Drew, donc en fin de match. La belle performance de Kofi, toujours aussi bondissant et persévérant. Un Edge Styles à la fois opportuniste, comme lors de son entrée prématurée, mais aussi efficace et toujours aussi spectaculaire, avec notamment un phénoménal forearm pour éliminer Sheamus, qui était quand même l'un des gros hommes à abattre dans ce match. En revanche, Orton et Hardy auront été en dessous, vraiment sous les noirs. Orton ayant été vraiment éliminé de façon lamentable par Kofi, comme un idiot, et sans utilisation en plus de sa feud avec Bliss et Wyatt, alors que pourtant ça s'écrivait tout seul, comme si finalement il y avait deux dimensions, la dimension des weekly et la dimension des pay-per-view, quoi. Et on n'a jamais le droit de croiser les deux dimensions, quoi. C'est quand même assez étonnant. Idem d'ailleurs pour Kofi Kingston avec Retribution, comme je vous le disais, pas d'utilisation non plus. On a l'impression que c'est terminé. Hardy aura longtemps fait dodo d'ailleurs durant le match. Il aura été là pour prendre quelques gros bumps, comme d'habitude, et donner son corps à la science. Son élimination est étonnamment assez protégée, donc avec ce Claymore from Out of Nowhere. Était-ce vraiment indispensable ici de le protéger? C'est la question qu'on peut se poser. Il y a eu aussi des passages assez mous, un peu comme dans l'autre match, dans l'autre Elimination Chamber match. Et lancer le match entre Orton et Hardy n'était à mon sens pas la meilleure des idées. On sentait que le duel Sheamus-Drew serait, quoi qu'il en soit, le gros fil rouge du match. C'est quand même assez dommage d'ailleurs que Omos n'essaie même pas d'intervenir en entrant dans la cage, tant qu'à faire, vu que c'est quand même c'est un no DQ en soi. Il aurait pu rentrer, voilà, les arbitres l'auraient peut-être un peu fait chier. Il aurait fait chier, mais il serait rentré de force. Voilà. Son intervention avec AJ n'aura donc servi absolument à rien, si ce n'est à se faire éjecter par Adam Pearce. Super, super. La note du match, pas facile de noter un tel match, comme tout Chamber match. Je vais donner un petit 2 étoiles 75, un 2-3 quarts, histoire de donner un petit peu moins qu'à l'autre Elimination Chamber match, car j'ai pris un peu moins de plaisir, si je dois comparer les deux matchs. Le work rate était plus présent dans l'autre match, ça c'est sûr, et ça je pense que ça a forcément eu un impact aussi dans ma notation. L'Elimination Chamber match d'Euro étant surtout composé de vétérans en plus, dont la moitié est évoluée surtout dans un registre, on va dire, brawler, old school. Les autres, à savoir Kofi, Hardy et AJ Styles, servant surtout à proposer un peu de voltige, donc vraiment un autre style à opposer notamment à Orton, à Drew et à Sheamus, quoi. Mais à nouveau, pas un grand Elimination Chamber match, à mon sens. Ils en ont vraiment gardé volontairement sous le coude entre Drew et Sheamus pour ne pas tout donner tout à coup et avant leur match qu'on attend toujours, et dont on garde l'histoire. Au moins on garde toujours au chaud l'histoire selon laquelle Drew ne peut pas battre Sheamus, c'est toujours ça. Je donnerai donc 3 mentions spéciales aux quelques duels Drew-Sheamus qu'on a pu avoir. Le fait que Drew n'élimine pas Sheamus, et enfin le Claymore final en plein vol sur Edge, qui était vraiment aussi original que réussi. Visuellement c'était plutôt sympa à voir. Voilà donc pour ce match. Hélas, le post-match ne surprendra personne. Quand on a vu le segment, donc le fameux segment court là entre MVP et le Miz, qui m'a vraiment énervé, puisque évidemment le show étant assez court avec peu de matchs, et vu ce qu'on nous a déjà teasé, on se doute que c'est pas fini, quoi. La cage remonte, Drew célèbre tranquillement, bon il titube un peu mais ça va, il est encore en jambes. Lashley attaque Drew alors, avec un spear, voilà, Lashley attaque, comme on s'en doutait, et le projette contre la barricade à l'extérieur, il le projette ensuite contre le poteau, il lui cogne la tête à plusieurs reprises contre la table des commentateurs, il lui porte un flatliner sur le ring, et ensuite il enchaîne avec sa Hurtlock, suivi ensuite d'un full Nelson Slam. Lashley regarde alors l'allée, on a tous compris, la musique du Miz retentit, le Miz arrive alors sans surprise en courant accompagné de l'arbitre John Cone, le père du petit Nicholas. Il cache alors officiellement, c'est annoncé par Mike Rome. Alors le match, la cloche sonne, ça commence, snap DDT porté par le Miz, tentative de tomber, mais quand même un dégagement de Drew, mais, il lui reste encore un petit peu d'énergie. Skull Crushing Finale ensuite, 1, 2, 3, victoire du Miz, qui devient
champion de la WWE. Ah là là, voilà. Ben c'était, de toute façon, là on nous l'a teasé pendant la soirée, et bah, là ils l'ont fait quoi. Voilà. Misère. Ah. Et voilà, il faut noter que le Miz gagne le titre WWE pour la deuxième fois, et 10 ans après, un petit peu plus de 10 ans après, parce que ça date de novembre 2010, la dernière fois, il avait caché, c'était déjà un cash-in sur Orton. Et donc, il y avait un anniversaire à fêter, visiblement. Voilà. Et c'était donc pour la symbolique des 10 ans, comme Edge qui a gagné le Royal Rumble 11 ans après. Donc, le bilan 2021. En 2021, on a eu 2 pay-per-view, Royal Rumble, Elimination Chamber, et on met 2 vétérans à l'honneur pour fêter 2 anniversaires symboliques. Voilà. Donc c'est quoi, ça va être quoi Fastlane? Ce sera Lashley cette fois-ci? Lashley qui prendra le titre, je sais pas combien d'années après le précédent. Voilà, lorsqu'il a été, je sais pas, champion de la ECW, voilà. Non mais à un moment donné, chaque pay-per-view va avoir sa symbolique. C'est ça en fait l'histoire. C'est ça en fait. Donc où sont les jeunes? Où est la nouveauté? Où sont les jeunes? Bah nulle part, voilà. La WWE ne crée plus de nouvelles stars, on l'avait déjà dit. C'est bien ça le problème. On va dire, là actuellement, il n'y a que Riddle qui a l'air de s'en sortir un petit peu, mais c'est quand même bien maigre, bien maigre. On ne peut pas se satisfaire que de Riddle, quoi. C'est pas possible. Il n'y a rien d'autre. Et c'est bien ça le problème. Keith Lee aurait eu son mot à dire, mais il semble déjà perdu dans la mid-card, et c'est même pas sûr qu'on le revoie un jour dans l'up-card, voilà, vu son état actuel, parce que il y a quand même cette histoire là qui a jailli la semaine dernière, qui disait que Vince McMahon, alors à prendre avec des pincettes, mais ne verrait pas la sparkle, ne verrait pas l'étincelle en Keith Lee, qui ne voit finalement pas grand chose en lui. Il lui manque quelque chose, même les promos pas assez impactantes, il manque un truc à Keith Lee, soi-disant. Donc au même titre que Black et Andrade d'ailleurs. Voilà, qui ne sont plus utilisés, et il n'y croit plus. Et alors j'ai bien peur que Keith Lee finisse au placard. J'ai très peur. Voilà. Bref, quant à Lashley, après ça, ça va sûrement il va sûrement y avoir une contrepartie, puisque on peut imaginer que MVP a dealé avec le Miz pour avoir un title shot pour Lashley, si celui-ci permettait au Miz de devenir champion. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire ici. Donc il y aura peut-être un deal qu'on verra à Raw ce soir. Ça va ouvrir des perspectives quand même, parce que Drew, on risque d'avoir peut-être un segment entre Drew et Lashley, donc avec MVP, en expliquant justement quel était le deal. Sauf que là, Drew va peut-être se ramener en disant je viens de me faire voler mon titre là, il faut le dire. Moi je veux mon rematch. Et Sheamus à ce moment-là va se pointer en disant Drew, hey, tu me dois un match, tu me rappelles? Un match qu'on a toujours pas eu, tu m'as toujours pas battu. Fais-la, tu m'as jamais battu. Donc on a notre match. Tu m'avais donné ton accord pour l'avoir. Donc voilà, il va peut-être y avoir un petit bordel entre ces 4 hommes. Et du coup, peut-être qu'Adam Pearce va devoir prendre des décisions assez importantes pour Fastlane. On pourrait par exemple imaginer un Miz contre Lashley pour le titre VVE à Fastlane, et en parallèle un match entre Sheamus et Drew McIntyre, toujours à Fastlane, pour désigner le challenger numéro 1 à WrestleMania, ce qui permettrait ensuite donc d'avoir Lashley qui battrait le Miz face à un Drew McIntyre qui battrait Sheamus, qui réussirait donc à vaincre le signe indien face à Sheamus, et donc une espèce de finale, si on peut dire, donc entre Lashley le champion et Drew McIntyre en challenger, qui pourrait enfin avoir sa victoire et sa pop à WrestleMania, donc en prenant le titre à Lashley. Voilà un booking qui est quand même tout à fait plausible. Donc peut-être qu'ils vont faire ça, rien n'est moins sûr. Le Miz pouvant aussi peut-être être champion jusqu'à WrestleMania, on sait jamais. Alors il y a une rumeur qui est arrivée aujourd'hui, à prendre encore avec des pincettes, mais qui disait peut-être que visiblement le Miz ne garderait pas son titre bien longtemps. Donc effectivement, je serais pas surpris que ça arrivait. Si ça arrivait, je serais pas surpris. On s'attend pas à un long règne pour le Miz. Et puis, on se rappelle que quand même, il y a quand même Bad Bunny.
Il y a quand même Bad Bunny dans l'histoire. Ils ont encore eu une interaction d'ailleurs ce soir, enfin dans la soirée, entre Bad Bunny et le Miz, hein, qui a donc Bad Bunny qui a giflé le Miz. Donc ça va pas servir à rien et je pense qu'ils vont s'affronter à Mania, un match tag team avec Lomo Morrison et puis Damien Priest. Voilà, on va s'en aller vers ça. Donc je pense que le Miz, hein, il va pas garder son titre bien longtemps. Et oui, d'ailleurs, il y avait aussi une rumeur qui parlait du fait que qu'il y aurait des matchs qui étaient déjà actés à WrestleMania. Et ça parlait justement de Drew contre Reigns, donc chose qui est effectivement officielle maintenant, de Belair contre Banks, bon là-dessus on s'en doute aussi, Orton contre Wyatt, a priori aussi, hein, même si là, bon, ils n'en ont pas parlé dans le pay-per-view, mais Arrow, en tout cas c'est vachement booké comme ça en tout cas, et un match tag de Bad Bunny. Un match tag de Bad Bunny, sans d'autres précisions. Donc, cette rumeur de match tag de Bad Bunny à WrestleMania pouvait peut-être, sans qu'on ait de précision, ça pouvait peut-être être un signe selon lequel ça pouvait, le rôle du Miz à WrestleMania a été encore incertain, quoi. Est-ce que c'était le Miz en tant que champion ou le Miz dans un match directement face à Bad Bunny en équipe, machin? Et on savait pas, parce qu'à ce moment-là, si le Miz n'était pas disponible, à Mania, on mettait, je sais pas, un André Garza, qu'ils ont mis l'autre fois, voilà, avec Morrison. Ils auraient pu le faire. Bon, je pense pas qu'ils vont le faire. Je pense que le Miz va vraiment perdre son titre à Fastlane face à Lashley, et on aura le Lashley Drew. Voilà, qui semble être vraiment bien parti. Et d'ailleurs, je serais même pas surpris que le Miz perde son titre face à Lashley à cause de Bad Bunny, d'ailleurs. Hein. Tant qu'à faire, autant continuer à mettre du sel entre les deux. Hein. Donc je pense que ce serait le bon booking, ce serait que Bad Bunny intervienne. Bref, on verra bien, on en reparlera pour Fastlane. Voilà. Mais ce qui m'embête, hein, c'est quand même dommage que cette putain de mallette ait servi encore à un vétéran qui a été très mal booké depuis des mois, comme un gros loser, un booké comme un gros loser, à faire des segments de merde et à entamer une rivalité justement avec Bad Bunny. Tout ça pour, de toute façon, perdre le titre d'ici peu de temps. Hein, donc on s'en doute bien que ce sera un petit règne. Seulement fait pour, allez, donner un cadeau aux Miz, un peu comme Orton à Hell in a Cell, et donc célébrer le 10e anniversaire de son premier titre, un peu plus de 10 ans, pour son dernier titre VVE, quoi, acquis en novembre 2010. Donc voilà, et c'est ça qui m'embête en fait dans l'histoire. C'est qu'on l'a pas du tout construit comme un futur champion, c'est un mid-carder. Ça sera toujours un mid-carder, et c'est tout, quoi. Alors le Miz aura beau faire sa promo d'après match là en disant I told you so, je vous l'avais dit, que j'étais un fin stratège, que j'avais tout planifié, que j'étais plus intelligent que les autres. Là, quand je vois tous les gens qui disaient oui, le Miz, il mérite pas d'être champion, patati patata, et ben tout ça là, je m'en suis servi comme d'un fuel, comme d'un carburant, en gros, pour me motiver et en gros tous vous la foutre à l'envers. Et voilà maintenant ce que j'ai là. La ceinture, là, qui s'amuse du coup à retourner comme son micro avec le logo VVE qui se transforme du coup en le W qui se transforme en M. Voilà, si ça se trouve c'était juste fait pour ça en fait. Hein. Non mais voilà quoi. Voilà, on en arrive là quoi, avec cette misère, hein, et cette fin de show awful. Voilà, voilà quoi. Alors on va passer au bilan de ce show. Le bilan de ce show. Un show très moyen qui a réussi à me décevoir alors que j'avais pas beaucoup d'attentes à la base, hein, il faut le dire. Donc c'est quand même une performance. Le match féminin et le match des États-Unis auront été très ordinaires, niveau weekly, sans éclat particulier, malgré quelques bonnes choses à retenir, hein, malgré tout. Hein, il y a eu des petites bonnes choses, mais ça reste des matchs ordinaires. Bizarrement, le match du kick-off n'aura pas été loin d'être le match que j'ai préféré. Hein, de par son dynamisme et son niveau in-ring, hein, hormis Elias bien sûr. Pas de match de remplacement pour Asuka, donc qui aura finalement brillé par son absence, à l'image de son règne actuel, hein, il faut le dire. Les deux Chamber matchs ne resteront à mon sens pas dans les annales. Pas mal de passages mous. Je retiendrai surtout deux jolis duels en parallèle entre Brian et Cesaro d'un côté et Drew et Sheamus de l'autre. Le reste a surtout servi à broder autour. Reigns aura amené Saïd, hein, comme on pouvait s'y attendre, et Edge se sera pointé pour enfin officialiser les choses pour WrestleMania. Au moins, on est fixé. Le cash-in du Miz n'était pas quelque chose que j'aurais envisagé dans mes pronostics, c'est vrai, mais j'ai détesté le fait qu'on nous le montre,
lors d'une brève image donc entre MVP et le Miz. Ça va juste à l'encontre de ce que doit être un cash-in, voilà, à savoir quelque chose de surprenant et d'inattendu. Car sans cette image, cette image backstage là, sans cette image, j'aurais eu au moins le doute, même si le fait de placer l'Elimination Chamber de Raw en main event pouvait aussi laisser penser qu'un cash-in aurait lieu, c'est vrai. Mais Drew, certes, était fatigué après le match, mais il arrivait quand même à se tenir debout après le match. Du coup, le doute restait quand même encore permis par rapport à un cash-in éventuel. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et donc, Bobby Lashley perd sa ceinture par surprise pour monter vers l'upcard et se diriger vers un match face à Drew, comme à Backlash 2020, qui en effet, ne s'était pas fini clean à l'époque, à cause de Lana, on s'en souvient. Donc on peut dire que il y a de l'unfinished business entre eux. Donc oui, pourquoi pas. On se contentera de ce match à Mania, s'il doit avoir lieu, même s'il n'est pas très excitant sur le papier. Mais Lashley avait été booké tellement fort ces derniers mois que ce n'est pas scandaleux en soi, sur le principe. D'ailleurs, j'avais dit dans ma vidéo prono que son booking puissant à Lashley aurait dû lui permettre de figurer dans l'Elimination Chamber match. Franchement, pourquoi il l'était pas? Ce match Lashley donc contre Drew à WrestleMania est quand même, au vu du booking de Lashley, un peu plus prestigieux que un match entre Sheamus et Drew McIntyre qui manquait de paillettes quand même pour WrestleMania à mon sens. Donc s'ils font un Drew Sheamus finalement à Fastlane, ça m'ira très bien. Voilà, ça me manquait d'un petit quelque chose pour que ça aille, pour que ça s'intègre dans une carte de Mania. Voilà, Lashley a tellement été booké fort que pour moi ça passera très bien, et que si on se souvient bien du match de Backlash, en dehors de la fin là, de merde avec Lana, et excepté 2-3 botches, le match était quand même assez solide. Il était très agréable ce match entre Drew et Lashley. Enfin, je regretterai quand même les oublis sur des choses qui s'écrivaient toutes seules, notamment Bliss qui distrait Orton, Ali qui brise le rêve de Kofi pour prendre sa revanche 2 ans après, et enfin Rollins qui ne s'en prend jamais à Cesaro. Il n'y a rien entre Rollins et Cesaro là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme s'il y avait 2 dimensions à la WWE qui ne se rejoignaient jamais. Celle des weekly d'un côté et celle des pay-per-view de l'autre. On oublie les histoires des weekly lors des pay-per-view quoi. C'est quand même incroyable. C'est comme Bliss là, qui n'avait eu aucune interaction avec Orton lors du dernier Royal Rumble. Et bien là, ils ont refait la même chose à l'Elimination Chamber. C'est quand même incroyable. On nous raconte chaque semaine pratiquement un truc entre Bliss et évidemment Wyatt à distance et Orton, à tous les Raw, ou presque, mais dès qu'il y a un pay-per-view qui arrive, boum, plus rien, rideau. On oublie tout. C'est quand même bizarre, non? Il y a quand même une certaine bipolarité dans les bookings, quoi. Non, mais est-ce qu'ils se consultent? Est-ce qu'ils se regardent? Ils se parlent? Ils font des réunions? Qu'ils suivent les shows qu'il y a eu dans le passé, là? Parce qu'il y a parfois des trucs, je ne comprends pas, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Quant à la note finale du show, alors j'ai hésité à lui donner la moyenne, mais j'ai pas pu, et je lui ai donné un 2,25. 2,25 pour ce show, car voilà, je peux pas lui donner la moyenne, parce qu'il n'y a aucun match qui m'a particulièrement satisfait, quoi. Ils étaient tous moyen plus, finalement. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'y a aucun match même que j'ai envie de mettre dans la liste des Match of the Year candidates, comme on dit. Aucun. Et c'est pareil pour le Rumble, d'ailleurs. C'est ça qui est dingue. On est le 22 février maintenant, et je n'ai toujours aucun Match of the Year candidate là actuellement. J'en ai pas. Là, j'ai rien à retenir. Je parle du main roster, évidemment. Dans le main roster, je n'ai rien à retenir pour le moment qui pourra figurer dans les palmarès de fin d'année, quoi. C'est quand même un peu inquiétant. Et les matchs, donc, moyen plus, voire niveau weekly, concernant les filles, et le match US, mais évidemment le kick-off, bon voilà, qu'un bon petit match, mais c'est que ça reste aussi du kick-off, et ça reste du weekly aussi, au niveau weekly. Je reviendrai pas sur le traitement actuel de la division féminine, qui m'inquiète vraiment pas mal actuellement. Ça mériterait presque une vidéo spéciale. Reginald incarnant parfaitement les problèmes actuels. Le kick-off a bien rempli son rôle, en revanche,
mais ça restait donc un match de kick-off, et en plus pas prévu qui plus est, puisqu'il s'agissait de trouver un remplaçant au pauvre Keith Lee, dont l'avenir dans le main roster m'inquiète déjà de plus en plus. Un petit thumb up, hein, quand même, un petit pouce bleu là, un petit pouce vers le haut pour Riddle, qui mine de rien réussit bien son passage dans le main roster. Donc il reste quand même quelqu'un de divertissant, avec une vraie personnalité, je pense proche de celle qu'il est en réalité, tout en étant très performant in ring. Bref, il a le bon package pour réussir, et c'est quand même bien d'avoir déjà son premier titre moins d'un an après être arrivé dans le main roster. Hein. Donc faut quand même trouver bien, faut bien trouver des choses positives à dire ici, et elles sont tellement rares. Là, quand même, on peut souligner ça pour Riddle, parce que justement le problème c'est que c'est pour créer des stars, créer des nouvelles stars qui ont 25, 30, 35 ans, il y en a plus quoi. Il y en a plus. C'est ça le problème. C'est ça. Et du coup, c'est aussi ça qu'on voit à travers ce show quoi. Et même à travers pour l'instant tout ce qu'on voit là cette année quoi. Je veux dire Edge qui remporte le Rumble. Et donc là, le Miz qui vient cacher, Lashley va sûrement le récupérer, donc encore un vieux. Drew, on va finir par le récupérer, hein, je pense, mais qui n'est pas non plus tout jeune. Mais bon, on va dire qu'il a encore, allez, ça va encore, il a moins de 40 ans. Mais putain, dans les plus jeunes, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et j'ai l'impression que Vince, parce que c'est quand même, il est jamais bien loin, le Vince, il aime se reposer sur ses valeurs sûres. Il aime se reposer sur ses valeurs sûres, comme s'il ne faisait pas confiance aux plus jeunes, à ceux qui viennent de NXT. Il aime pas, je sais pas, les nouveaux visages, je sais pas, ça. Voilà quoi. Alors il y a un Damien Priest dont on dit qu'il plaît en interne, mais combien de temps? Combien de temps? C'est ça le truc. Combien de temps ça va durer, Damien Priest? Et encore, il est pas tout jeune en soi, hein. Il est pas tout jeune non plus. Mais on va dire en tant que nouveau venu, ça va durer combien de temps? À voir. Moi aussi ça me fait peur. Mais on a l'impression que Vince, notamment, aime se reposer sur ses valeurs sûres. Et qu'on va retrouver, tant qu'elles seront aptes à lutter, eh ben, il va continuer à les remettre. À les remettre, à les remettre. Donc il vit que dans son passé. Dans son passé, le Miz, Goldberg, Taker, Edge, voilà. C'est ça, c'est son Randy Orton, Jeff Hardy, voilà. C'est sa VVE aujourd'hui, en 2021. Voilà le paysage, c'est ça. Et on est obligé de le dire. On est obligé de le dire. C'est un vrai constat, il est réel, il est implacable, il est incontestable. Il suffit de le regarder les shows, il suffit de regarder les résultats. C'est ça. Et le Miz, donc champion, tel qu'il était traité depuis plusieurs mois là, c'est une chose que j'ai vraiment du mal à avaler. Hein, surtout qu'il est parti a priori pour ne pas le garder longtemps, donc, et juste servir de porte-ceinture. Il faut le dire, à porte-ceinture à Lashley. Et donc, si c'est bien ce qui arrive, ce n'est pas l'utilisation que je veux voir d'un contrat Money in the Bank. À nouveau, une piètre utilisation de cette mallette, après la catastrophe d'Otis. Ce n'est pas le Miz en lui-même que je critique, hein. Attention, qui est un très bon heel, un très bon promo guy, qui est vraiment un très bon porteur de mallette en soi. Hein. Il leur a redonné une bonne crédibilité en tant que porteur de mallette, en tant que menace, on va dire, en menace, je peux cacher à tout moment, attention, etc., en faisant des grosses promos et tout, mais la façon dont il est booké, tout ce qu'il y a autour du booking du Miz, c'est ça que je critique en fait. C'est ça que je critique. C'est un très bon heel, c'est un très bon promo guy, voilà, un bon porteur de mallette, mais c'est tout ce qu'il y a autour et le chemin qui a mené à ce titre. Le mec, il était en feud, enfin il est même toujours en feud avec Bad Bunny en parallèle. Faut-il le rappeler? Et c'est donc ça le WWE Champion aujourd'hui. La misère, comme je le disais, et comme je l'ai mis dans ma vignette, la misère. C'est ça que je reproche. Comment je peux trouver une quelconque crédibilité à ça? C'est tout. Et le mec, c'est un mid-carder, c'est tout. C'est un mid-carder le Miz, faut arrêter. Et il va perdre son titre dans les jours à venir. On lui donne un mois, allez, Fastlane, terminé après, terminé. Et on le remet avec Bad Bunny, John Morrison, et les plumes dans le cul. Voilà, c'est ça qu'on va voir avec le Miz, c'est tout. Arrêtons, quoi. Voilà, donc j'en ai fini avec cette longue vidéo d'une heure 24, hein, je pense que 1h25 même. Donc on va arrêter là.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, des petits coups de gueule parce qu'il y a des choses qui m'ont énervé quand même dans ce show, qui est vraiment pas terrible et qui sera vraiment dans les, je pense, dans les moins bons pay-per-view de l'année, hein, il faut le dire. En tout cas, à mon sens, hein, comme je le rappelle, hein, tout ce que je dis n'engage que moi. C'est mon opinion personnelle. Vous avez le droit de penser différemment, d'avoir peut-être un avis un peu plus positif sur ce show, sur les matchs et sur les bookings ou quoi que ce soit. Vous en avez parfaitement le droit, et c'est comme ça que ça se passe dans le catch et dans tout autre domaine, hein, comme je le disais dans ma vidéo pronostic. En tout cas, je vous invite à liker ma vidéo au plus grand nombre, à partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, si vous aimez le catch, si vous aimez les pronostics, les reviews détaillées, les explications, les développements, les analyses, les contextes, parce qu'il y a beaucoup de contextes, hein, évidemment, tous les weekly, tout ce qui se passe, parce que vous n'êtes peut-être pas aussi rigoureux dans le suivi des weekly comme moi je le fais. Donc si je peux vous aider à donner justement, à vous redonner des éléments de contexte, alors que vous n'avez pas tout suivi, et bien justement, vous pouvez m'écouter, moi vous abonner pour que vous ayez un peu tous les tenants, les aboutissants et les clés avant d'aborder un pay-per-view justement, et afin de mieux comprendre éventuellement pourquoi est-ce que tel ou tel résultat s'est produit. Malgré les incohérences ou les oublis ou les choses qui n'ont pas été faites malheureusement. Ça, c'est toujours ça que je reproche à la VVE et il l'a encore fait ce dimanche. Voilà, donc on se retrouve très bientôt, déjà dans 3 semaines, on va reparler dans 3 semaines, un mois à peine, on va parler de Fastlane, donc la dernière ligne droite pour les pronostics. On se retrouve très bientôt, donc portez-vous bien, les amitiés à tout le monde, comme d'habitude, Papy Catch, Jack Jones, Enzo et Cody des rebuts du catch, Gino la moins froide, à Sofiane, à la team Catch-up, notamment Tonton Chris. Et donc on se retrouve très bientôt, portez-vous bien, très bonne semaine à vous, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo! Ciao à tous.